Bonjour à toutes et à tous. On est coincé. On est coincé. Dès qu'on s'intéresse aux sujets environnementaux, on est coincé. D'un côté, il y a un discours apocalyptique qui nous dit que bientôt la société va s'effondrer, et puis de l'autre, il y a un discours où on nous dit que, en gros, la technologie va nous sauver et que si la Terre devient inhabitable, on pourra toujours aller sur Mars. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut inventer de nouveaux récits. C'est ce que disent celles et ceux qui refusent cette alternative et déjà inventent, écrivent, imaginent d'autres manières d'habiter le monde. De nouveaux récits. Non mais franchement, tu crois sincèrement que ces jolies histoires qui vont nous permettre de résoudre les défis auxquels on est confronté? Eh bien, on va essayer d'y répondre. Mais d'abord, une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Martha Nussbaum, Leonora Miano ou le solarpunk? Si vous répondez non à cette question, eh bien, l'émission est faite pour vous parce que vous allez voir que c'est très joyeux de les découvrir. Et puis, si vous répondez oui, c'est que vous connaissez déjà un peu ces sujets, et alors vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti. Alors, première question, Emeline, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour Aloïs. Donc, je suis Emeline Baudet, tout juste docteur en littérature générale et comparée. Et je suis actuellement en post-doctorat à l'université de Georgetown, donc près de Washington, sur des questions de justice environnementale. Et par ailleurs membre du campus de la transition, donc en Seine-et-Marne. Alors, il nous faut de nouveaux récits, comme on disait. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est vrai que des nouveaux récits, on peut se dire, il y a des centaines de romans qui sortent chaque année. On n'en a pas assez déjà des nouveaux récits? Alors, si on entre vraiment dans le domaine de l'écologie, on se rend compte que souvent on tombe un peu on oscille entre deux travers. Soit on a des romans, des séries, des films qui nous emmènent sur la catastrophe. On dépeint un monde post-apocalyptique, tout s'est effondré, c'est noir, la Terre est en train de mourir. Bon, on a ce travers-là. Soit, à l'opposé, on nous fait rêver de quelque chose de très idéal, très idéaliste, où tout est merveilleux. Voilà, on va construire un monde. Tout le monde vit au milieu des jardins partagés, on fait de la permaculture, on mange bio, on va au vélo au travail, voire on ne va pas au travail du tout. Donc voilà, c'est vraiment un monde un peu idéal et on a du mal à trouver un équilibre, je trouve, entre ces deux extrêmes qui en fait nous dépeignent deux manières d'appréhender la réalité qui ne sont pas très engageants, je trouve, en tant qu'individu. Et l'idée de chercher de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, c'est de trouver un peu une voie médiane, ou en tout cas une voie alternative, où on n'aurait pas une hésitation entre l'idéal ou bien la catastrophe. Trouver d'autres manières de penser le monde qui soient plus réalistes en fait pour nous. Est-ce qu'il y a des exemples du coup de gens qui ont écrit déjà, qui ne sont pas justement dans cette alternative-là que tu décrivais? Oui, bien sûr. Donc après, il y a plusieurs... donc c'est elle-même une alternative qui en cache beaucoup d'autres. Je pense par exemple à tout ce courant de fiction qu'on appelle le solarpunk. Ah, solarpunk. Voilà, donc ça fait rêver déjà. Solarpunk, c'est très solaire et effectivement, c'est un courant littéraire qui nous vient beaucoup d'Amérique du Sud à l'origine et qui imagine des mondes, alors plutôt de science-fiction, mais à quelques années après la nôtre. On est à 40-50 ans, on n'est pas dans 3000 ans, mais vraiment dans un futur assez proche quand même, où les technologies, notamment les technologies dites vertes, passant par les énergies renouvelables, le solaire, beaucoup, l'éolienne, auraient réussi en fait à gagner nos modes de vie. Et en gros, on imagine des mondes où toute la société aurait accepté ces énergies renouvelables et donc la technique aurait quelque part résolu le problème. Le réchauffement climatique se calme grâce à ces techniques. Voilà, on a quelque chose d'assez plutôt porteur d'espoir quand même qui se fait, donc c'est plutôt positif. Mais c'est un pari gagé sur la technique. Et le fait que la technique nous sortira d'affaires et que l'adhésion populaire à la technique a été effective. Donc ça, c'est une manière de faire. Après, vous avez aussi d'autres types de courants littéraires qui mettent l'accent sur la spiritualité, qui mettent l'accent sur la recherche de racines intellectuelles, culturelles, où voilà, on en revient à des modes de faire, des modes de vivre ensemble, un peu hérités des ancêtres, et hérités d'une manière peut-être plus, plus engageante à l'échelle de la communauté, au sens où on dépeint un monde où les humains, les non-humains seraient plus en harmonie
en fait. Oui, mais c'est là où il y a vite la caricature de gens qui disent « Ah bah voilà, ces écolos, ils disent qu'on veut retourner à la bougie. » C'est ça. Voilà. Alors après, bon, et encore, on peut nuancer. Hein, on peut dire soit on retourne à la bougie ou on fait les amiches comme on veut. Voilà, on est dans un petit délire voilà, assez narcissique d'ailleurs, je trouve. Soit on va dans l'idée qu'au contraire, on peut retrouver cette harmonie, mais vraiment en retrouvant une forme de spiritualité plus ancienne. Et par exemple, on a ça dans certains contes ou certains textes d'Afrique, par exemple, où il ne s'agit pas de revenir à la bougie ou d'adopter un mode de vie passéiste, mais vraiment de dire, ok, nos ancêtres, ou voilà, les gens avant nous avaient une autre manière de se rapporter à la nature, de se rapporter à l'environnement, ou ce qu'on appelle la nature, ce qu'on appelle l'environnement, pour autant qu'on puisse en parler de cette manière-là. Et cette manière-là était quand même plus harmonieuse, plus respectueuse. On ne va pas, comment dire, chercher à épuiser les ressources parce que ces ressources, en fait, font partie d'un patrimoine culturel qui est considéré comme sacré ou en tout cas respectable. Et donc pour ça, on ne peut pas s'amuser à les détruire ou à les exploiter jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses aussi, alors je vous ai parlé de l'Afrique, mais on peut aussi revenir à pas mal de choses que j'ai vues en Amérique du Nord, notamment au niveau du Canada. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui est Leanne Simpson, qui est de culture Anishinaabe, donc un des peuples premiers canadiens. Et elle a fait toute une série de livres justement sur des contes, sur des manières en fait dont elle intériorise la culture Anishinaabe pour la transition écologique. Autrement dit, voilà, qu'est-ce que mes parents, qu'est-ce que mes ancêtres m'ont appris et qu'est-ce que moi je vais léguer à mes enfants, surtout. Elle écrit aussi en tant que mère, beaucoup. Pas juste en tant qu'héritière d'une lignée qu'il faudrait respecter ou maintenir, mais vraiment en tant que maman de jeunes enfants, qu'est-ce que je vais leur transmettre et comment mon legs en fait, culturel va être imprégné de ce que j'ai vu, des crises qu'on traverse aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de luttes, hein, on le sait au Canada, notamment contre des projets de pipeline, contre des projets d'exploitation des énergies fossiles. Et comment finalement cette lutte, cet activisme, va être au cœur de son enseignement aussi. Elle va dire voilà, moi j'ai manifesté aujourd'hui contre tel pipeline parce que non seulement ils détruisent nos terres, mais aussi parce qu'ils menacent la vie, nos vies aujourd'hui, et la vie des gens que j'aime, qui vont venir après moi. Donc comment je m'engage en fait pour mettre mon héritage culturel au service de cet engagement politique. Quand on parle de récit, en fait, il y a beaucoup de gens qui considèrent que finalement, les récits, c'est des jolies histoires, hein, et que ça n'a pas une grande influence. Mais en fait, ce que tu commences à décrire là, c'est le fait que lorsque on a un récit collectif, ou même un récit individuel, un récit qu'on peut faire de soi-même, ça porte vers l'action, vers les actions. Et ça change le mode de vie qu'on va adopter, selon la manière dont on considère, par exemple, les ressources dites naturelles. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a des fois un peu l'image d'Épinal du roman qu'on lit dans son canapé le soir pour se détendre, et c'est très bien, c'est pas du tout un problème. Mais on a l'impression que c'est déconnecté un petit peu de la réalité dans laquelle on vit. Et on se demande, mais à quoi ça sert en fait de lire, de se plonger dans d'autres histoires, dans d'autres époques que la mienne, alors qu'il y a tellement de défis à affronter aujourd'hui et que la réalité est en fait bien plus riche. Pourquoi la fiction en fait? Pourquoi inventer d'autres mondes alors que le nôtre est déjà suffisamment compliqué et complexe à gérer? Et moi j'ai envie de dire, la fiction en fait c'est aussi une manière justement de nous sortir du monde dans lequel on est pour nous le faire voir autrement, pour nous aider à poser un autre regard, d'autres lumières. Voilà, prenons l'exemple de littératures africaines. Vue d'Afrique, par exemple, on peut repenser l'histoire avec un grand H d'une manière bien différente de ce qui se passe chez nous. Pensons à des romans, par exemple, qui abordent la question du tourisme, et notamment du fameux tourisme vert ou des safaris. Voilà, on se dit, on est européen, on a envie un peu de nature, on veut se confronter à la nature vierge, à la nature farouche, sauvage. Allons observer des lions dans tel pays d'Afrique du Sud ou du Zimbabwe. Bon, très bien, magnifique, reconnexion à la nature, très beau. Oui, mais de l'autre côté, vu de l'autre côté, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces espaces, souvent, en fait, sont séparés du reste de la réalité, sont extraits ou en tout cas sont refusés aux communautés qui vivaient sur place. Et donc vous avez des romans qui nous montrent comment tel jeune garçon africain, par exemple, du jour au lendemain, s'est vu refuser l'accès à tel terrain dans lequel il avait toujours vécu, parce que justement, on va en faire un enclos bien propre pour safaris, pour occidentaux riches. Et donc, au prétexte de l'écologie, en fait, on va
couper ce jeune homme de ses racines, on va voilà, le mettre très loin, et on va en fait s'aborder quelque part l'accès à l'environnement pour toute une culture. Donc comment en fait on pense les choses des deux côtés. D'un côté occidental, ça pourrait être plutôt sympa de faire ces safaris, mais de l'autre côté, évidemment, c'est juste un gagne-pain financier, mais au détriment de tout l'équilibre personnel du garçon. Donc déjà, c'est ça, voir les choses différemment. Un autre point de vue. Il y a aussi l'idée de se mettre à la place de quelqu'un et d'exercer un petit peu son empathie pour ça. Donne l'exemple d'un roman américain qui est paru au début des années 2000, je crois, 2004 si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Le chant de la Tamasée, de Ron Rash, dans la traduction française. Et en fait, c'est un roman qui est très intéressant parce qu'il nous plonge dans une communauté dans les États-Unis en proie à un terrible dilemme. Alors, le roman s'ouvre, voilà, vous avez un paysage de rêve très, très beau, une rivière qui serpente entre les montagnes, bon, magnifique. Et un jour, drame terrible, une fillette se noie dans cette rivière et à la suite de certains péripéties qu'on peut passer, son corps malheureusement se bloque en fait sous les rochers. Donc la pauvre fillette meurt, mais son corps n'est pas récupérable en fait, il est vraiment bloqué sous les rochers. Et la seule manière de récupérer le corps malheureusement serait de dynamiter en fait la rivière pour pouvoir récupérer voilà, son corps et faire exploser les rochers qui la bloquaient. Mais d'où un terrible dilemme. Soit, en fait, on détruit ce lieu et toute la biodiversité qui va derrière, parce qu'en détruisant cette rivière, en fait, en détruisant l'accès, on va entraver le cours naturel de reproduction des poissons, des machins, bon. Mais au moins, on récupère le corps. Donc, est-ce que c'est, en fait, le respect du deuil de la famille qui prime? Ou bien, est-ce qu'on considère que, malheureusement, cette fillette est décédée, on ne peut pas en fait la récupérer sans infliger un dommage colossal qui irait au-delà de la simple communauté et qui toucherait l'ensemble du paysage, auquel cas on fait le choix terrible de laisser le corps là, mais pour le respect du lieu. Et donc tel est le dilemme du roman, hein, où finalement deux camps vont s'affronter, la famille de la victime, qui sera elle-même divisée d'ailleurs entre ceux qui veulent à tout prix récupérer le corps, ceux qui vont plutôt chercher à faire comprendre que c'est peut-être pas le meilleur parti qu'on puisse prendre. Et alors, comment ça se passe là? On est pris dans l'histoire. Vous lirez le roman pour le savoir. Donc, on mettra toutes les références voilà, en tout cas. Et je trouve que c'est un exemple intéressant parce qu'il montre qu'il y a vraiment des dilemmes à avoir. Et vraiment, dans ce roman, on est plongé dans les deux camps. Et c'est extrêmement difficile pour le lecteur de prendre parti. Il n'y a pas les méchants contre les gentils. Il n'y a pas les gentils écolos contre les méchants qui... quand même sont difficilement méchants dans ce cas-là. Hein. C'est vraiment très très compliqué de prendre parti. On sort du côté binaire en fait, c'est ce que je comprends. Ça nous aide, ces lectures, ces récits, à sortir de côté blanc, noir, bien, pas bien, qui est très souvent présent en fait. Tout à fait. Et on entre dans une zone grise, qui est la zone grise de l'humanité, avec sa complexité, sa beauté, ses doutes, ses torts. Et on est vraiment plongé dans cette patte humaine qui nous aide aussi à nous poser des questions et à nous faire réfléchir sur des tas de situations qu'on peut voir aujourd'hui. Je pense d'une certaine manière, ça peut se rapprocher des dilemmes qu'on voit aujourd'hui en montagne avec l'introduction des ours, par exemple, ou des loups, où là encore, on se trouve un peu clivé entre est-ce qu'il faut à toute force protéger une espèce non humaine, mais au détriment peut-être du bien-être des agriculteurs, des gens qui vivent sur place. Oui, donc on voit bien que ça pose, tous ces récits en fait sont intrinsèquement liés avec notre vie de tous les jours. Il y a un récit, un des récits qui structure aussi notre vie à tous, dans lequel on a grandi, je pense, tous, du moins en France, qui est de dire, eh bien, finalement, une sorte de croissance infinie va venir nous donner à perpétuité plus de confort, plus d'éducation, plus de santé. Et je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, du moins, pas pour toute la population, mais pour une grande part de la population, ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce que c'est aussi ce récit-là qui atteint ses limites? Parce qu'on voit bien que de toutes parts, il se craquelle. Est-ce que c'est ça aussi? Oui, et je pense que c'est effectivement une des limites de ces types de récits que de vouloir absolument apporter des réponses sans poser les questions. Ou en se disant que toute la situation peut être résumée par une seule question, donc une seule réponse. Mais on oublie que finalement ce mythe de la croissance, en fait, parce que c'en est un, effectivement il apporte de très bonnes choses et on ne va pas remettre en question
complètement non plus le bien-être, le confort, parfois élémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, vivre sans électricité, ça me paraît difficilement justifiable. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'aussi, ça laisse quand même une partie de la population et une partie des autres dans l'ombre. Ou en tout cas, que cette croissance se fait sur le dos d'autres populations, d'autres personnes. Et ça, ce récit ne le dit pas. Il ne pose pas la question de ceux sur le dos desquels ont été prélevées telle ou telle ressource, qui n'ont pas accès à cette croissance, justement, ou qui vivent finalement dans un milieu où on leur fait comprendre que cette croissance leur sera interdite plutôt. Donc c'est aussi ça, hein, les récits, c'est poser la question, voir ce qui se passe de l'autre côté. Je pense à un roman français d'Alice Ferney. De mémoire, c'est Le règne des vivants ou Le règne du vivant, et on vous donnera les références, qui est intéressant parce que c'est un roman, je trouve, qu'on peut vraiment critiquer et lire justement avec ce double regard. On nous plonge en fait dans le milieu d'un activiste, d'un groupe d'activistes qui sillonnent les océans sur leur bateau pour traquer les braconniers. Les braconniers qui en fait vont à la pêche à la baleine ou au requin, je sais plus, qui pratiquent du braconnage et détruisent des espèces maritimes en fait déjà en danger. Bon. Et en fait, ce roman, je trouve, à la différence du précédent dont je vous parlais, de Ron Rash, ce roman est extrêmement partial. C'est-à-dire qu'on a, alors je vous laisse lire le livre pour en savoir plus, mais il adopte un point de vue très très fermé sur justement ce que serait une bonne attitude ou une mauvaise attitude. Et on a vraiment les bons militants, les gentils militants qui agissent pour le bien, qui vont s'aborder ces bateaux de braconniers, d'une manière opposée à ces braconniers qui en fait ne songent qu'à leur intérêt personnel, ne songent qu'à se nourrir, à nourrir leur famille, et si une baleine doit périr, peu importe en fait, hein, c'est plus important de d'abord se nourrir et que périsse le reste. Et je trouve que c'est aussi intéressant de voir que la fiction nous propose aussi ce dilemme-là, ou en tout cas nous invite à nous poser les questions, à nous dire mais est-ce qu'au fond la parole du braconnier, elle n'a pas aussi son sens, sa légitimité ? Peut-être qu'on peut se poser la question du pourquoi on est-il réduit à ça ? Pourquoi aujourd'hui on a des gens qui sont obligés littéralement de braver la loi, de braver les interdits internationaux juste pour se nourrir ? Pourquoi on en arrive là en fait ? Et c'est intéressant justement de passer de l'autre côté du miroir et de faire cette réflexion, y compris sur le plan éthique, de pourquoi nos actions seraient guidées ou pas par certaines nécessités parfois. Et de ce point de vue-là, la fiction, en fait, elle nous aide vraiment à nous mettre dans la peau d'autres personnes que nous-mêmes. Et à nous dire, ok, en tant qu'Européenne blanche d'une trentaine d'années, je vis dans un certain cadre, je vis avec des habitudes, on m'a enseigné des choses, très bien, que j'ai adoptées, que j'ai assimilées. Maintenant, le fait de lire, de me plonger justement dans d'autres réalités, ça va peut-être me permettre de voir les choses de manière un peu différente. Peut-être que je vais arrêter justement de voir tout ce qui est autour de moi comme un donné, mais peut-être davantage le voir comme un luxe, comme un privilège, ou en tout cas comme quelque chose qui n'est loin d'être donné à tous. Et du coup de le questionner et peut-être d'en apprécier davantage aussi la rareté ou l'intérêt, justement. La fiction nous aide beaucoup là-dessus. Bon, attendez, parce que j'ai pas bien compris là. D'accord, les récits font partie de nos vies. D'accord, on en cultive tous des récits. D'accord, c'est important pour construire un nouveau monde, visiblement que vous appelez de vos voeux. Mais alors attendez, moi, quand j'entends parler d'écologie, j'entends parler que de contraintes. Hein, le nouveau récit que j'entends, c'est prenez pas l'avion, pas de viande, rien. Et ça, c'est pas franchement joyeux. Alors, est-ce qu'il y a une réponse à ça par la littérature ? Oui, bonne question, bonne remarque. Alors c'est vrai que les écolos, ils sont souvent accusés dans le récit qu'ils donnent des choses, des événements, d'être uniquement dans l'interdiction, dans faut pas faire ci, non, faut pas faire ça. Il n'y a pas beaucoup encore, alors quelques-uns existent, tu peux peut-être partager avec nous, de récits autour de la joie, de l'enthousiasme, de choses qui permettent une dynamique d'action pour le plus grand nombre vers une transformation écologique et sociale que beaucoup appellent de leur vœu. Tout à fait. Et comment on peut justement sortir de cette alternative idéaliste versus très catastrophiste. Oui, bien sûr, il y a pas mal de choses. Alors moi, je pense à un roman africain, ou d'une autrice africaine, pourquoi africaine, Léonora Miano, oui. Rouge impératrice, qui est paru à la fin de l'année 2019.
dans lequel elle imagine l'Afrique dans 100 ans, globalement. On est en 2124, le continent entre-temps a été unifié sous le nom de Katiopa. Et c'est très intéressant parce qu'elle imagine justement la conversion écologique, ou en tout cas un chemin écologique pour l'Afrique qui paraît très réaliste au sens où il n'est pas caricatural, il n'est pas c'est tout blanc ou tout noir, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il n'est pas tout le monde est complètement convaincu, il y a encore des résistances, hein, ça apparaît dans le roman, il y a encore des oppositions, des questionnements, mais le gouvernement ou les gouvernements ont fait le choix de se tourner, de prendre ce chemin écologique. Et en fait, on voit que les modes de vie quotidiens ont été adaptés, ont été transformés, mais pas dans cette pente, on va dire, punitive ou extrêmement restrictive qu'on a en permanence. Au contraire, ça a servi un peu d'opportunité. Je prends un exemple très simple pour les bâtiments, par exemple. Les bâtiments qu'elle dépeint dans son roman, les intérieurs, les salons, tout ça, sont faits à l'aide de matériaux locaux, donc de choses qui existent sur le sol même du pays, et qui ont été transformés selon des concepts architecturaux, en fait plus ou moins traditionnels, mais de manière à délivrer tout le confort, quand même, qu'on est en droit d'attendre. Hein, donc les gens vivent confortablement, il y a l'électricité, c'est extrêmement chaud, soyeux. Enfin, quand on lit ce texte, on a envie d'y être, vraiment, ça fait rêver. Mais on comprend que c'est respectueux, qu'il ne s'agit pas de faire venir du ciment de l'autre bout du continent, mais qu'au contraire, on va revenir à des techniques, plutôt on va céder de techniques traditionnelles pour les repenser et les rendre en fait plus désirables et plus soutenables en fait, sur le plan écologique. Donc c'est très concret et ça fait vraiment envie. Je veux dire, c'est un retour à un équilibre qui est vraiment sympa et on voit en fait le côté positif aussi de certaines transformations. Par exemple dans les villes, le centre-ville, ou en tout cas le quartier, on va dire, il y a des quartiers qui sont consacrés en fait aux piétons. Et loin d'être vu sous l'angle punitif du où les voitures n'ont pas le droit d'y aller, on le voit sous l'angle bénéfique. Qu'est-ce que ça apporte en fait vraiment à l'équilibre urbain? Comment les gens se sentent? Les gens ont le temps de marcher, ont le temps d'y aller, de prendre d'autres transports, mettons communs, mais ils ont le temps de faire les choses. Ils ont le temps d'errer, de se balader, de se rassembler sur les places, de dialoguer entre eux et de voir vraiment la ville battre d'un rythme qui est beaucoup plus humain en fait. Et ça rend les choses vraiment très désirables. Et on dit que c'est possible, c'est pas du tout farfelu. Il ne s'agit pas d'inventer, je sais pas moi, des villes futuristes dans 3000 ans. Enfin, non, vraiment c'est très concret et c'est très désirable. Et donc ça nous permet, je trouve, de nous projeter et d'imaginer, de nous dire « Ah mais, et si ? Si on essayait, si on faisait ça. Et si nous, tiens, imaginons dans 100 ans... imaginons nos villes, imaginons Nantes, imaginons Paris ou tel village, qu'est-ce que ça ferait? Et en fait, on se plaît à faire cette expérience de pensée à partir de ce que nous donne la fiction. Et c'est en ce sens qu'elle est très fructueuse, parce que justement, tout est dans la question. Tout est dans la question le nombre de questions qu'on peut ouvrir et pas la réponse unique qu'on devrait asséner. En disant, les écolos sont des Amish, donc forcément vous allez souffrir si on fait cette transition. Pas du tout. On s'autorise à ouvrir en fait tous ces possibles et à se poser la question. Essayons. Il y a une autre femme qui est Martha Nussbaum qui a aussi réfléchi sur ce lien entre la littérature et le réel. Là, en fait, tu nous décris ce roman d'Eleonora Miano en nous montrant à quel point est-ce qu'en fait il est proche du tissu dans lequel sont intriquées nos vies, etc. Comment est-ce que Martha Nussbaum, que j'ai découvert en te lisant, envisage les choses? Je suis sûr que ça pourrait intéresser un certain nombre de gens qui s'intéressent à ces questions. Alors, Martha Nussbaum, effectivement, est une politologue américaine. Elle a elle a travaillé dans le domaine des sciences politiques. Elle enseigne aujourd'hui le droit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une approche, justement, qui est véritablement fondée sur la fiction, sur les textes. Et elle nous dit comment, y compris pour des études de droit, ou pour des étudiants en droit, comment le passage par les textes littéraires peut non seulement nourrir leur formation, leurs études, mais aussi, en fait, vraiment participer de leur construction en tant que citoyens américains. Et elle prend l'exemple de romans de Dickens, elle prend des exemples de romans plutôt classiques, elle va voir également dans la littérature contemporaine indienne, et elle nous dit, ces romans, en fait, ils posent des questions. Ils aident les lecteurs à se mettre à la place de personnages en pleine construction, en plein dilemme éthique,
Je repense encore à ce roman de Ron Rash qu'on a vu tout à l'heure. On fait l'expérience de, au fond, la littérature est aussi un champ d'expérience éthique. On peut faire l'épreuve de dilemmes et on peut surtout faire l'épreuve de l'empathie. Par exemple, dans le cas de procès. Je vous rappelle, elle donne des cours dans une école de droit. On n'attendrait pas des juristes d'être à ce point intriqués dans des considérations littéraires. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'au fond, pour être un bon avocat, un bon juge, un bon juriste en général, il faut arriver à créer de l'empathie avec les gens et à comprendre les gens. Il s'agit de juger quelqu'un peut-être jusqu'à la fin de ses jours, éventuellement, de le condamner à une peine potentiellement très lourde. Il faut bien comprendre en fait ce qui s'est passé. Au-delà des simples faits, comment fait-on pour essayer de reconstituer les événements, de comprendre ses motivations, qu'est-ce qui l'a vraiment poussé à ça, quels étaient les facteurs sociaux, familiaux, économiques autour de lui qui ont pu pousser tel ou tel à commettre éventuellement un crime. Il faut comprendre ça. Il ne s'agit pas juste d'excuser, mais vraiment de comprendre toute la complexité vraiment de la patte humaine. Et la fiction, pour ça, est un excellent guide. Parce que justement, on est plongé dans des mondes différents, dans des situations sociales, on va côtoyer telle famille pauvre, noire, par exemple, de quel quartier, on va passer dans une famille blanche, donc on a vraiment ce mélange en fait des situations qui nous invite à mieux comprendre les choses, et pas juste à juger un tel a tué un homme, donc il est coupable, point barre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, et puis tu parlais du droit parce que tes recherches en littérature t'ont aussi permis de comprendre et d'appréhender la question des communs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en commun. On parle sans cesse de propriété privée, les individus sont de plus en plus atomisés, ou cette sensation-là. Et là, il y a toute une réflexion aussi que tu as nourrie sur les communs. Qu'est-ce qu'on peut remettre en commun? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un imaginaire qui ferait qu'un certain nombre de choses seraient mises à nouveau en commun? Tout à fait. Alors les communs, pour bien comprendre ce dont il s'agit, c'est pas le communisme et la soviétique où on revient dans un kolkhoz et tout est mis en commun et vous n'avez droit à rien. C'est beaucoup plus compliqué. Les communs, c'est vraiment l'idée qu'on a un certain nombre de ressources, par exemple naturelles. On peut penser à un lac, on peut penser à une forêt, une ressource en poisson, ce qu'on veut. On a un certain nombre de ressources qui ne peuvent être gérées que par une communauté ou un ensemble de personnes. Donc, il ne s'agit pas de privatiser cette ressource, on ne va pas dire que le lac m'appartient. De la même manière, il ne s'agit pas de le rendre public, en disant c'est du ressort de l'État, on ne s'en occupe pas. C'est trouver en fait un équilibre qui est de dire c'est une communauté qui va gérer cette ressource et se donner à elle-même les règles nécessaires. Par exemple, on peut penser à des cas dans certains pays d'Afrique, notamment en Guinée, où les gens qui vivent là, dans certains villages, connaissent par cœur les rythmes et les saisons, ils connaissent par cœur les rythmes naturels, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien, par exemple, pour pêcher le poisson, à quel moment il faut le faire. Si on s'y prend trop tôt, on n'aura que des petits poissons qui du coup ne pourraient pas se reproduire. Si on s'y prend trop tard, on n'aura pas assez. Donc eux, ils connaissent très bien tout ça. Donc à eux de le gérer. Et à eux de dire, la pêche aura lieu de tel jour à tel jour. Parce que on le sait, tout simplement. Et donc, c'est confier une forme de responsabilité aux communautés. Alors là, j'ai pris l'exemple des ressources naturelles, mais on peut penser aux ressources immatérielles, par exemple, telles que les communs de la connaissance. Wikipédia, par exemple, fait partie des communs. Vous avez plein de projets. Ils nous aident beaucoup tous les jours. Et ils nous aident beaucoup tous les jours. On serait bien mal à l'aise sans eux. Donc effectivement, on a l'idée de quelque chose qui se construit, justement, jour après jour, par l'ensemble des membres de la communauté. Et cette communauté n'a, au fond, pas de limite. N'importe qui va sur une page Wikipédia, peut modifier la page, en fait. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais on peut très facilement, en fait, justement, si on est porteur d'informations solides, et si c'est sourcé, bien sûr, on peut justement contribuer à enrichir les pages, à en créer de nouvelles. Voilà, on lit un roman, on se dit « Ah, il est super, il faut absolument que je le partage ». Il n'y a pas de page Wikipédia sur ce roman, on en crée une, et ça y est, l'encyclopédie, en fait, quelque part, est elle-même enrichie. Donc ça, c'est un commun. Et ce qui est intéressant dans le commun, c'est que, donc là j'ai pris l'échelle très macro de Wikipédia, mais c'est aussi à une échelle plus locale, comment on va créer une coopérative, par exemple, en disant et il y a beaucoup d'exemples déjà de coopératives de supermarchés, par exemple, ou d'alternatives en tout cas à ces grandes surfaces, où on perd un peu le contact avec les producteurs locaux.
On peut se dire, bah, très bien, on va créer un lieu où les producteurs locaux viennent vendre leurs carottes, leurs légumes, leurs fruits, ce que vous voulez, du lait, machin, et pourront prendre part en fait, à ce système de vente ceux qui payent peut-être une petite cotisation ou qui échangent le droit d'acheter dans cette coopérative contre un petit peu de travail chaque semaine ou chaque mois, en dépendant. Oui, il y a déjà des supermarchés voilà. à Paris voilà. qui ont ouvert. Je pense à la Louve ou à d'autres structures de ce type où, en fait, le fait de rejoindre une coopérative crée un système d'échange qui est lié à une communauté et un système de ressources bien précis. Et donc un système de règles qui sont faites pour gérer cette ressource. Et de passer par les communs, ça ne veut pas dire qu'on rejette totalement le reste du monde et qu'on fonctionne dans une petite communauté et le reste peut s'effondrer. C'est pas ça du tout. C'est au contraire de se dire, on peut appeler justement à la multiplication de ces communautés, de ces lieux un petit peu privilégiés, mais toujours en bonne intelligence, les uns avec les autres, en bonne coordination. Et dans ces cas-là, quel est l'acteur qui va permettre à ces communautés quand même de s'entendre entre elles? Quel est l'acteur qui va permettre quand même que tout cet équilibre soit cohérent? Eh bien, c'est l'État. On ne peut pas avoir de commun si on n'a pas derrière un État ou une structure qui est garante de leur équilibre et de leur bon fonctionnement. Ne serait-ce que pour réguler alors, la violence d'un côté, pour réguler peut-être l'approvisionnement d'autres ressources qui seraient nécessaires à ces communs, ça rend l'État nécessaire quand même. Et ça, c'est une manière un petit peu aussi de questionner des fois le dilemme ou en tout cas l'opposition qu'on a entre d'un côté voilà, un monde de petits propriétaires privés qui seraient bien dans leur univers et qui vivraient tout seuls en complète autarcie, autonomie, et de l'autre le règne du tout-État qui gérerait la moindre parcelle de nos vies. Non. Les communs, c'est un équilibre, une manière de dire on a besoin des deux et on a besoin de le faire ensemble. Donc aussi bien il nous faut un garant à plus grande échelle que des acteurs locaux qui se saisissent justement de ces opportunités pour travailler. Et puis si je comprends bien, le commun permet aussi enfin d'être une réponse, enfin une des réponses à ce sentiment un peu de délitement du lien social, parce qu'on parle très souvent, on entend très souvent aux informations, le lien social se délite, et puis c'est une sensation que chacun, je pense, on peut vivre à différents degrés, et là, le mot commun et puis un certain nombre de ces entreprises, de ces initiatives, permet d'aller dans ce sens-là, non? Tout à fait. Et ça permet justement de recréer un lien interpersonnel. Bon, il y a plusieurs manières de caractériser le lien social. On peut parler le lien entre individus, qui nous relie à nos amis, nos familles, donc ça c'est interpersonnel. On peut parler du lien intercommunautaire, qui va nous relier, ben voilà, alors ça peut être au sein des États, par exemple, hein, entre, je sais pas moi, entre régions ou entre différents groupes sociaux, ou bien du lien à une autre échelle, entre ces communautés et l'État, mettons, la grosse structure, ou même carrément l'équilibre international. Bon, il y aura différentes manières d'établir ce lien. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le lien, et encore plus dans un contexte de pandémie, c'est le lien interpersonnel, vraiment de proximité et de confiance qui règne. Hein, c'est le sentiment qu'au fond, pour m'épanouir en tant qu'individu, j'ai besoin des autres, tout de même. J'ai besoin des autres, j'ai besoin de leur confiance à mon égard, j'ai besoin de me sentir responsable ou redevable vis-à-vis d'eux. Donc il y a ce lien quand même fécond, y compris émotionnel, qui doit être construit. Et les communs, clairement, ce sont des structures qui encouragent ce type de lien et qui passent par un lien, j'ai envie de dire, même qui n'est pas que social. Ou en tout cas, c'est un lien social élargi au sens où il va aussi se construire avec un lien peut-être à notre environnement, pas la nature au sens strict de la nature, les arbres, les petits oiseaux, mais plus l'environnement, le lieu dans lequel on vit. Que ce soit un environnement urbain, un environnement rural, un environnement périurbain. En tout cas, on a cette relation au lieu en tant que le lieu va aussi me permettre, à moi, en tant qu'individu, de me construire. Parce que je peux avoir mes racines dans ce lieu, c'est là que je vis, c'est là que j'aurai ma maison, au sens d'un lieu où je peux être confiante et sereine. Et donc, tous ces micro-liens, en fait, aux autres, à l'environnement, participent de l'équilibre social. Et donc on en a besoin. Et les communs permettent de les enrichir et de les construire. Oui, ça permet de tisser le lien. Il y avait ce beau livre, Les Tisserands, d'Abdenour Bidar, où il parlait
voilà, du lien à soi-même, aux autres et puis à l'environnement en général. Alors toi, justement, puisqu'on parle de commun, tu as travaillé et puis tu vas travailler sur des éco-campus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Et puis comment ta démarche, justement, s'inscrit dans un lien du fait que beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions d'écologie, etc., ont parfois ou souvent le sentiment de se sentir seuls ou de se dire « Ah, mais c'est pas possible, il n'y a pas assez de choses faites ». Alors qu'en fait, dès qu'on se plonge dans ces questions-là, on voit qu'il y a des milliers, des millions d'initiatives partout dans le monde. Tout à fait. Alors, les éco-campus, ce sont des lieux, alors je pense qu'il y a plein de définitions qu'on pourrait en donner, hein, mais l'une de leurs caractéristiques, c'est d'être un lieu dédié quand même à l'enseignement supérieur, en tout cas à la formation universitaire, académique ou voilà, supérieure, dans lequel on a un souci quand même d'accorder ce qu'on enseigne et ce qu'on vit. Il ne s'agit pas de prêcher de grandes leçons sur l'écologie, l'économie de demain, ce qu'on veut, dans un amphithéâtre, puis de fermer son livre, rentrer chez soi et reprendre une vie normale. On ouvre son ordinateur, on allume Netflix et voilà. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment d'accorder la manière dont on délivre cet enseignement au contenu et en fait à tout ce que cela implique. En termes de vie ensemble, peut-être, effectivement, on appelle à une communauté de partage des biens, eh bien, mettons-le en pratique. Est-ce que c'est vraiment utile que chaque foyer ait son lave-linge, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que voilà, quelques personnes peuvent partager le même en s'accordant? Est-ce que donc, dans ces lieux-là, on peut construire une manière de vivre ensemble qui soit plus cohérente et qui appelle justement voilà, au partage, à une forme d'économie de moyens, mais qui n'est pas une économie de moyens de radinerie, mais vraiment de réflexion sur a-t-on vraiment besoin de tout ça? Donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est aussi de se dire, voilà, on va faire toute une réflexion sur les principes pédagogiques à l'œuvre derrière, et notamment sur ce qu'on attend des étudiants. Est-ce qu'on veut qu'il s'agisse simplement de jeunes qui assimilent un cours et puissent le réciter tel quel, ou est-ce qu'on veut vraiment, au fond, construire derrière ce processus de réflexion et ce processus d'imagination? On parlait tout à l'heure du « et si » autre chose se passait? Ces écolieux sont aussi une manière de nous dire, voilà, et si on imaginait autre chose, et si on le mettait en pratique? Alors toi, tu l'as vécu en plus, puisque tu as vécu au campus de la Transition, près de Forges, en Seine-et-Marne. Voilà, donc c'est un lieu qui a émergé donc, il y a 2 ans et demi maintenant, en 2018. L'idée étant de dédier en fait un château, il faut le dire, du XVIIIe siècle, et de le rénover selon des principes donc, écologiques, en faisant un lieu dédié à la formation pour l'enseignement supérieur. Ce lieu est né au fond d'un constat, qui était que de plus en plus de jeunes aujourd'hui, des jeunes ingénieurs en école de commerce, Sciences Po, constatent un décrochage quand même entre ce qu'on leur enseigne à l'école et le monde dans lequel ils vont devoir vivre, qui n'est pas exactement le même et qui est beaucoup plus contraint, fini, aux ressources limitées que ce qu'on veut leur dire dans les cours. Et donc comment on réconcilie ça ? Et comment on les forme aussi pour affronter ces réalités. Et le campus de Forges, donc, qui a été créé par tout un collectif d'enseignants-chercheurs et qui est dirigé aujourd'hui par Cécile Renoir, justement pose la question de, voilà, que veut-on pour l'enseignement supérieur et quelles pistes donne-t-on d'expérimentation au concret, au jour le jour. Donc on accueille ces jeunes et c'est moins jeune d'ailleurs, c'est aussi ouvert aujourd'hui à la formation professionnelle, donc à la formation continue. On accueille ces personnes dans le lieu et on leur fait faire l'expérience d'un mode de vie collectif heureux où on peut peut-être remettre en question certaines de ses habitudes. Moi-même j'ai été un peu bouleversée. On se dit je ne pourrais pas vivre sans une pièce à 20 degrés. Si, en fait, on peut très bien vivre en ayant un peu moins chaud. On peut très bien vivre sans avoir toutes ses affaires personnelles. On peut partager des choses et ça se passe très très bien. Et c'est même plutôt joyeux comme expérience. On peut vivre en étant végétarien ou en tout cas en diminuant beaucoup sa consommation de viande. Personne n'est mort au campus depuis que notre cuisine est 100% végétarienne. On peut faire toutes ces expériences-là et se dire ça marche. Ça marche. Et c'est joyeux surtout, c'est ce que tu disais. Parce que et on veut surtout pas... C'est les deux travers. D'un côté, ça ne marchera jamais. Si, regardez, on le vit. Et puis de l'autre, oui, vous devez quand même sacrément vous emmerder et puis vous êtes tout le temps à vous contraindre. C'est un peu les deux critiques qu'on peut entendre souvent. C'est vrai quand même pas manger de viande pendant 2 ans, ça pèse beaucoup. Mais quelle place ça libère pour le reste des plats quand même. Et je pense qu'on a une énorme créativité là-dessus
La cuisine, c'est vrai que c'est le lieu de la chaleur humaine, même de la chaleur tout court parfois. C'est le lieu vraiment de la convivialité. Et de passer uniquement par des recettes végétariennes, de faire cet effort de se dire, ok, on va cuisiner uniquement avec des choses de saison, plutôt locales si c'est possible, et non carnées, mais c'est la porte ouverte à la créativité. Je veux dire, on essaye des choses, alors des fois c'est vrai que ça marche pas trop bien, mais on essaye voilà, des nouvelles recettes, on prend un plaisir fou aussi à cuisiner, à le déguster tout simplement ensuite. Et ça, c'est vrai que c'est l'expérience première souvent dans tous les témoignages qu'on a de retour, c'est « Ah ben j'ai découvert une autre manière de manger et vraiment c'était... et je le regrette pas ». Et donc l'objectif que tu as dans l'avenir là, c'est de tisser plus de liens entre ces différents éco-campus un peu partout dans le monde, c'est ça? Voilà, alors l'idée c'est de comprendre un petit peu mieux ces lieux, d'en faire une forme de cartographie déjà, parce qu'il y a vraiment autant de lieux, j'ai envie de dire, que d'expériences et de définitions qu'on pourrait accorder à l'éco-campus. Donc là, on a parlé du campus de Forges, hein, du campus de la transition. J'ai eu la chance d'en visiter un également en Afrique du Sud, qui s'appelle le Sustainability Institute, qui est à mi-chemin entre Stellenbosch et le Cap, donc tout au sud-ouest du pays. Et là, c'est encore un modèle très très différent, dans la mesure où il n'y a pas d'hébergement sur place pour les étudiants. En revanche, le lieu est au cœur d'un éco-village en général, alors qui n'est pas pour les étudiants, mais pour des couples ou des familles qui s'installent là, qui n'ont rien à voir avec l'éco-campus, mais qui font le choix de vivre dans cet éco-village. Et là, si tu veux, c'est vraiment un exemple de mixité sociale et raciale extrêmement intéressant, dans un contexte sud-africain qui a quand même un passé historique très très lourd. Et là, on a vraiment une autre expérience de la vie en commun, de la vie... de la mixité, de l'écologie, j'ai envie de dire, dans un contexte sud-africain qui n'est pas du tout le contexte de Seine-et-Marne, mais qui est très heureux et très enthousiasmant aussi, parce qu'on voit qu'il est possible, malgré tous les héritages, toute la lourdeur, toute la difficulté aussi historique du pays, de construire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est un autre exemple, et il y en a plein d'autres. Il y a des villes, il y a une ville en Égypte, Sekem, qui de nouveau a fait un centre universitaire alors que la ville était elle-même en pleine reconstruction sur les énergies renouvelables. Bon, on a plein d'initiatives qu'il faut déjà connaître. Donc l'idée c'est de les recenser, un peu de les cartographier et de voir quelles sont leurs spécificités pour arriver à se dire ok, si on a besoin d'aide ou besoin de construire un réseau, sur quelles ressources peut-on s'appuyer et comment ensemble peut-on tout simplement progresser et s'entraider. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est de recenser toutes ces initiatives dans le monde, des plus modestes aux plus abouties, de celles qui viennent de se lancer à celles qui ont déjà quelques années d'expérience derrière elles, celles qui sont totalement isolées en roue libre, à celles qui ont un soutien institutionnel. Voilà, recenser un petit peu tout ça, faire ce paysage, et à terme, l'idée serait de se dire, ben voilà, on est étudiant, jeune professionnel, on veut se former, on veut trouver un lieu près de chez soi qui offre ces outils de réflexion et d'expérience, où peut-on aller? Oui, parce que beaucoup de gens sont à la recherche de lieux comme cela et ne savent pas même que ça existe. Voilà. Et là, alors autant à Forges, on est plutôt un lieu dédié vers les jeunes pros, les ingénieurs, les jeunes en école de commerce, autant il y a des lieux qui sont dédiés à d'autres cursus. Je pense à un lieu près de Toulouse notamment, qui est dédié plutôt à la formation professionnelle et à l'apprentissage, avec des jeunes qui sont en décrochage scolaire après le collège, et qui peuvent en fait se former et avoir une vraie formation professionnelle et un métier en fait, de manière quasiment certaine, à la fin de leur formation, dans ce lieu. Avec uniquement des formations au métier de la transition écologique. Le bâtiment, l'eau, l'énergie, voilà. Tous ces métiers ont des formations, et c'est un lieu qui leur est dédié. Donc là encore, on a deux approches totalement différentes. Et il y en a des tas d'autres qu'il faut prendre le temps de connaître et de mettre en relation aussi pour pouvoir s'entraider financièrement. Merci en tout cas, Émile. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager pour finir? Peut-être des conseils de lecture. On a déjà eu pas mal de romans au fil de l'entretien, mais peut-être voilà, un que tu voudrais nous faire partager ou d'autres choses. Moi, je ne peux que vous encourager à le lire d'une manière générale. J'ai envie de dire, lisez tout. Il y a les titres que j'ai déjà mentionnés. Alors, j'ai parlé de Ron Rash, Le Chant de la Tamasée, de Leonora Miano, Rouge Impératrice. Mais j'ai envie de dire, peut-être pour finir sur une boutade, lisez. Lisez n'importe quel roman, un policier, de la science-fiction, un roman dit réaliste, n'importe quoi. Je repense à ce roman qui a eu le prix Goncourt en France il y a quelques années,
leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. On pourrait dire, mais quel est le rapport entre ça et la transition écologique? Justement, si, lisez le roman. Et vous verrez qu'il y en a un qui est très très fort dans le rapport qu'on peut avoir avec son propre environnement, avec son lieu. Et pour ça, n'importe quel roman est bon, j'ai envie de dire. C'est lisez, 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 autorisez-vous à aller vers des choses un peu inattendues, un peu surprenantes. Les librairies sont ouvertes, allez-y. Les bibliothèques sont ouvertes, allez-y. Et vraiment, prenez le temps et la joie de découvrir des choses un peu surprenantes et inédites, quitte à aller dans n'importe quel rayon et à prendre un roman au hasard. Je trouve que c'est aussi une manière de se plonger dans un monde comme ça, qu'on n'imagine pas et qui est très très beau. Merci pour ce bel appel. Et puis voilà, toutes les références des romans et des livres que tu as cités sont en commentaire. Et puis du coup, vous connaissez aussi la règle sur YouTube, c'est notre fameuse PAC qui est partager, s'abonner et commenter. Voilà, parce que ça aide déjà à développer ce contenu si vous l'avez aimé. Et puis aussi, ça permet par les commentaires de voir ce qu'on pourrait préciser, ce qu'on pourrait améliorer. Et c'est comme ça qu'on fait progresser une chaîne au fil des vidéos. Et merci et à la prochaine.